La lumière du soir filtrait doucement à travers les rideaux à moitié tirés du salon familial d'Orson, projetant de longues ombres sur le parquet. Dan d'Orson, aujourd'hui âgé de 50 ans, ajustait sa position dans son fauteuil roulant, grimaçant légèrement en déplaçant son poids. 14 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, un accident vasculaire cérébral soudain qui l'avait fait dévaler les escaliers, le laissant avec une hanche cassée et confiné à un fauteuil roulant. Malgré le temps, ses limitations physiques restaient un rappel constant du bouleversement de sa vie. « Papa, tu veux une couverture ?» appela Ellie depuis la cuisine, en sortant déjà une du placard de l'entrée. À 19 ans, elle était la seule de ses enfants à vivre encore à la maison, assumant la responsabilité de ses soins quotidiens avec une maturité inouïe. « Je vais bien, chérie », répondit Dan, sa voix portant une lassitude perpétuelle qui faisait désormais partie de sa personnalité. « À quelle heure Ethan a-t-il dit qu'il serait là ?» Mark, le deuxième fils aîné de Dan, âgé de 25 ans, consulta son téléphone. Il a dit vers 18 heures, il devrait être là d'une minute à l'autre. Mark avait les larges épaules de son père et le même creux au menton, mais son tempérament était plus mesuré, plus pragmatique. Il travaillait comme comptable dans un cabinet du centre-ville, après avoir financé ses études grâce à des bourses et des petits boulots après la disparition de leur mère. « Ali, pourrais-tu baisser le volume, s'il te plaît ?» lança Léa depuis la salle à manger, où elle mettait la table. À 23 ans, elle était devenue une jeune femme responsable qui tenait une librairie locale. Ses cheveux noirs mi-longs étaient tirés en arrière en une queue de cheval pratique, tandis qu'elle se déplaçait avec aisance entre la cuisine et la salle à manger. Ali, 15 ans, affalé sur le canapé, télécommande à la main, baissait à contre-cœur le son des résumés sportifs qu'il regardait. « Je cherche juste un bon film pour ce soir », se défendit-il en parcourant les options de streaming. « Et le nouveau film de science-fiction, celui avec les extraterrestres qui ressemblent à des humains ?»« Pas d'extraterrestres, » dit Dan avec un petit sourire. « Tu sais qu'Ellie ne les aime pas. » Ellie sortit de la cuisine, portant une pile d'assiettes. « Les extraterrestres ne me dérangent pas, c'est juste que je n'aime pas qu'ils explosent de la poitrine des gens pendant qu'on mange du dessert. » Les plaisanteries familières emplissaient la maison d'une chaleur chaleureuse, témoignant de la façon dont ils avaient réussi à aller de l'avant en famille malgré tout. Chaque week-end, ils se réunissaient ainsi, les 5 enfants se réunissaient pour dîner, discuter et regarder un film. C'était leur rituel, leur façon d'entretenir les liens qui les avaient unis pendant toutes ces années d'absence. « La table est prête », annonça Léa en reculant pour admirer son œuvre, 5 couverts, dont un 6e en bout de table pour Ethan. Chaque assiette était parfaitement alignée, les verres remplis d'eau glacée, les serviettes soigneusement pliées à côté des fourchettes et des couteaux. Tout était à sa place, comme leur mère le lui avait appris. « Il y a quelque chose qui sent incroyablement bon », dit Marc en se dirigeant vers la salle à manger. « Des lasagnes », répondit fièrement Ellie. « Et j'ai aussi fait du pain à l'ail. » Ali abandonna sa recherche de film et les rejoignit à table, sa silhouette d'adolescent dégingandé se repliant sur sa chaise habituelle. « On peut commencer ? Je meurs de faim. » Dan se dirigea vers sa place à table en secouant la tête. « On attend Ethan. On attend toujours que tout le monde soit là. » Mais la nourriture refroidit, se plaignit Ali en regardant le plat fumant au centre de la table. « Je l'appellerai », proposa Marc, déjà en train de composer le numéro de son frère. Au bout d'un moment, il fronça les sourcils. Pas de réponse. Messagerie vocale. Ils restèrent assis en silence, les minutes s'écoulant. Les lasagnes cessèrent de fumer et la glace dans leur verre d'eau commença à fondre. Dan consulta sa montre à plusieurs reprises, des rides d'inquiétude se creusant sur son front. Au moment où Léa allait suggérer qu'il commence sans Ethan, ils entendirent le bruit d'une voiture s'engager dans l'allée, suivie d'une portière claquée. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Ethan se précipita à l'intérieur. Son visage de trentenaire était rouge d'excitation et d'inquiétude. Son apparence habituellement soignée était débraillée, cravate desserrée, boutons du haut défaits, cheveux noirs tombant sur son front. Il jeta un coup d'œil circulaire dans la salle à manger, s'imprégnant de la scène où sa famille, assise autour de la table, l'attendait. « Désolé, je suis en retard », dit-il à bout de souffle, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence, une tension qui mit immédiatement tout le monde en alerte. « C'est bon, on était sur le point de... » commença Dan, mais Ethan l'interrompit. « J'ai trouvé quelque chose. » Il laissa échapper ces mots, tirant sa chaise mais restant debout. « À propos de maman. » L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. La température sembla baisser de plusieurs degrés. Les épaules se crispèrent,
les visages se durcirent. J'ai reçu un appel de l'inspecteur Van aujourd'hui, continua Ethan en tâtonnant avec son téléphone. Ils ont trouvé quelque chose que je dois vous montrer. Assieds-toi, Ethan, dit Dan fermement. On t'attendait. Le repas refroidit. Papa, tu ne comprends pas. C'est important. Ethan resta debout, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Donne-moi juste une minute. Ton père a raison, intervint Marc d'une voix calme mais autoritaire. Mangeons d'abord. Quoi qu'il en soit, ça peut attendre après le dîner. Ethan regarda autour de la table, cherchant désespérément un allié, mais n'en trouva aucun. Léa examinait son assiette. Ellie se mordait nerveusement la lèvre. Ali le fixait avec un mélange d'agacement et de gêne. On en a parlé, dit Léa doucement. On a convenu de ne plus parler de maman, pas pendant les moments en famille. Mais là, c'est différent, insista Ethan. La police en a trouvé assez. La voix de Marc s'éleva brusquement. On sait ce qui s'est passé. Elle nous a quittés. Elle n'en pouvait plus, l'accident de papa, les frais médicaux, 5 enfants à élever seuls. Elle a rencontré quelqu'un d'autre et est partie. Ce n'est pas vrai, rétorqua Ethan. Maman ne le ferait jamais. Elle l'a fait, n'est-ce pas, intervint Léa, son calme apparent se brisant. Papa est en fauteuil roulant, on croule sous les dettes à cause de ses factures médicales, et soudain, elle disparaît sans laisser de traces. Comment appellerais-tu ça? 14 ans, Ethan, ajouta Marc d'une voix légèrement plus douce. 14 ans sans un mot. Pas d'appel, pas de lettre, rien. De quoi as-tu besoin de plus? L'échange houleux s'intensifia, les voix se chevauchant tandis que des années de douleur et de ressentiment remontaient à la surface. Ali se recroquevilla sur son siège tandis qu'Ellie regardait, impuissante, ses frères et sœurs se disputaient. Ça suffit. La voix de Dan résonna dans la pièce, immédiatement suivie d'une toux sifflante qui le plia en deux dans son fauteuil roulant. La bagarre cessa aussitôt. Ellie bondit pour tapoter le dos de son père et lui offrir de l'eau tandis que sa toux s'apaisait. « Je suis désolée, papa, murmura-t-elle avant de s'adresser à ses frères et sœurs. S'il vous plaît, ne faisons pas ça. Papa a attendu ce soir avec impatience toute la semaine. On lui manque. On ne pourrait pas juste dîner tranquillement? Un lourd silence s'installa sur la table, rompu seulement par la respiration saccadée de Dan alors qu'il se remettait de sa quinte de toux. D'accord, dit finalement Ethan en se laissant glisser sur sa chaise. Sa mâchoire était serrée de frustration, mais, je veux que vous sachiez tous que ce n'est pas une piste sans issue. La police a retrouvé la voiture de maman. Elle était submergée par une rivière. Malgré leur détermination à le congédier, cette révélation a fait lever toutes les têtes. Quoi? La voix de Dan était à peine audible. L'inspecteur Van m'a appelé cet après-midi, continua Ethan, flairant l'ouverture. Ils ont retrouvé sa voiture dans une rivière. C'est pour ça que j'étais en retard. J'étais au téléphone avec lui pour obtenir des détails. Dan se tourna vers Ellie. Prends mon téléphone sur la table d'appoint, s'il te plaît. Elle le récupéra rapidement, regardant son père parcourir ses notifications d'une main tremblante, le visage pâle. 4 appels manqués de l'inspecteur Van. Il confirma en levant les yeux vers Ethan. Ont-ils trouvé son corps? Ethan secoua la tête. Je ne sais pas. L'inspecteur a dit qu'ils étaient encore en train d'analyser la scène. Il a dit que ça aiderait si on pouvait venir sur place. La famille échangea des regards, le dîner fut oublié tandis que la réalité de ce nouveau développement s'installait. On devrait manger quelque chose d'abord, suggéra Ellie, rompant le silence stupéfait. Son côté pratique prit le dessus tandis qu'elle regardait son père avec inquiétude. Papa doit prendre ses médicaments avec de la nourriture, et ça ne prendra que quelques minutes. Marc acquiesça d'un signe de tête. Elle a raison. Mangeons vite, et ensuite on pourra y aller. Ils mangèrent dans un silence profond. Les lasagnes, autrefois appétissantes, étaient désormais fades. Les fourchettes raclaient les assiettes tandis qu'ils s'empressaient de terminer le repas, l'esprit bourdonnant de questions qu'aucun d'eux n'osait formuler à voix haute. Après avoir suffisamment mangé pour justifier leur départ, Marc et Ali commencèrent à débarrasser la table tandis que Léa et Ellie aidaient Dan à se préparer pour cette sortie imprévue. Ellie rassembla ses médicaments et une couverture, tandis que Léa récupérait son portefeuille et son téléphone. « Tu es sûr de vouloir y aller, papa ?» demanda doucement Ellie en l'aidant à ajuster son pull.
On pourrait rester ici pendant que les autres vérifient. Dan secoua fermement la tête. Il faut que je sois là. Dehors, la nuit tombait, une fraîcheur s'installant, absente lors du dîner. Le vieux SUV familial, aménagé pour accueillir le fauteuil roulant de Dan, attendait dans l'allée de leur modeste maison, une maison de plain pied de style ranch, en périphérie de la ville, entourée de chênes centenaires qui avaient été témoins des joies et des peines de la famille pendant des décennies. Ethan et Mark aidèrent prudemment leur père à descendre de son fauteuil roulant et à s'installer sur le siège passager, pliant le fauteuil et le rangeant à l'arrière. Léa, Ellie et Ali montèrent au milieu, tandis qu'Ethan prenait place au volant. « Je conduis », dit-il en ajustant les rétroviseurs. « Je sais exactement où nous allons. » Alors qu'ils sortaient de l'allée, le poids du passé et l'incertitude de l'avenir pesaient lourdement sur eux. Ethan ne put s'empêcher de remarquer l'aspect extérieur de la maison, la lumière du porche projetait une douce lueur par les fenêtres, se répandant doucement sur la pelouse. Elle ressemblait à n'importe quelle maison familiale par une soirée tranquille. Aucun passant ne devinerait l'agitation qui régnait entre ces murs, ni l'absence béante qui avait marqué leur vie pendant 14 ans. La voiture roula dans les rues familières de leur petite ville, passant devant le lycée fréquenté par les 5 enfants et l'épicerie où leur mère était censée s'être rendue le jour de sa disparition. Ethan serrait fermement le volant, s'efforçant de maintenir la vitesse malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Que vous a dit exactement l'inspecteur Van ?» demanda Dan, rompant le silence qui régnait dans la voiture. Ethan gardait les yeux rivés sur la route. « Pas grand-chose, juste qu'ils ont trouvé la voiture de maman dans une rivière alors qu'ils enquêtaient sur autre chose. » Il n'a pas donné de détails au téléphone. « Après tout ce temps, » murmura Léa depuis le siège arrière, « pourquoi maintenant ?» Personne n'avait de réponse pour elle. Le téléphone d'Ethan vibra, un message arrivait. « C'est l'inspecteur », dit-il en y jetant un bref coup d'œil. Il envoie la position exacte. C'est à Miller Lake. C'est à presque 30 minutes d'ici, remarqua Mark. Que ferait la voiture de maman jusque-là? L'idée implicite planait lourdement dans l'air. Le lac Miller était isolé, retiré ou le genre d'endroit où l'on se réfugie pour ne pas être découvert. Le reste du trajet se déroula dans un silence gêné, chaque membre de la famille perdu dans ses pensées. En quittant la ville, les lampadaires se firent plus rares et la route se rétrécit. Ethan alluma ses feux de route tandis qu'il s'engageait sur une route d'accès non goudronnée qui serpentait à travers une forêt dense en direction du lac. Le SUV rebondissait et se balançait sur le terrain accidenté, forçant Ethan à ralentir sur le sentier creusé d'ornières. Après quelques minutes, les arbres s'écartèrent pour révéler la surface scintillante du lac Miller, dont les eaux sombres reflétaient les gyrophares des véhicules de police stationnés le long de la rive. Ethan se gara au plus près des lieux et se tourna vers son père. « Tu es prêt ?» Dan hocha la tête, le visage empreint d'une détermination farouche. Mark et Léa l'aidèrent à descendre de la voiture et à s'installer dans son fauteuil roulant, tandis qu'Ellie posait une main sur son épaule pour le soutenir. En ouvrant les portières, ils furent immédiatement frappés par une odeur d'eau stagnante, de boue et autre chose. Une odeur désagréable qui évoquait des choses longtemps submergées et récemment dérangées. Ethan fronça le nez, se tenant légèrement en arrière tandis que ses frères et sœurs aînés poussaient le fauteuil roulant de leur père vers le périmètre de sécurité. La terre humide rendait la poussée du fauteuil difficile, et Mark et Léa durent collaborer pour aider Dan à traverser le terrain accidenté, les roues s'enfonçant parfois dans la boue meuble. Ellie est restée aux côtés de son père, son bras lié au sien alors qu'il s'approchait des agents des forces de l'ordre rassemblés. Ethan marchait devant sa famille, scrutant la foule des forces de l'ordre à la recherche d'un visage familier. Il aperçut l'inspecteur Van, debout au bord de l'eau, en pleine conversation avec un policier en uniforme. Le détective était un homme trapu d'une 50aine d'années, aux cheveux poivrés sel et à l'expression perpétuellement fatiguée de quelqu'un qui en avait trop vu dans sa carrière. « Inspecteur Van » cria Ethan en s'approchant à grands pas. L'inspecteur se retourna, la reconnaissance se lisant sur son visage buriné. « Ethan, tu as réussi. » Son regard passa d'Ethan à celui du reste de la famille qui traversait la rive boueuse. « Je vois que tu as amené tout ce dont nous avions besoin. » Ethan répondit simplement, « Que as-tu trouvé ?» L'inspecteur Van fit un geste vers le lac où une dépanneuse était stationnée, son puissant œil ayant déjà terminé son travail. Sur la rive, ruisselante d'eau du lac et recouverte de vases et de plantes aquatiques, se trouvait une voiture ou ce qu'il en restait. Malgré les années passées sous l'eau, il n'y avait aucun doute sur la berline bleue délavée qui avait autrefois appartenu à Catherine Dawson. « Nous l'avons trouvée en début d'après-midi », expliqua l'inspecteur Van tandis que le reste de la famille les rejoignait. « À vrai dire, nous ne le cherchions pas.
Un hélicoptère ratissait la zone dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. Le pilote a repéré quelque chose qui se reflétait dans le lac, vu d'en haut. Dan fixait le véhicule gorgé d'eau, le visage indéchiffrable. Avez-vous trouvé? Il ne put terminer sa question. Pas de corps, répondit l'inspecteur Van, comprenant la question non posée. C'est ça qui est étrange. La voiture était vide quand on l'a arrêtée. Vide, répéta Mark, surpris. Tu es sûr? Complètement vide, confirma le détective. Mais nous avons trouvé des objets intéressants à l'intérieur. Quel genre d'objets? Demanda Ethan avec empressement. Le détective Van a fouillé dans sa poche et en a sorti un sac de preuves scellé contenant une photographie endommagée par l'eau. C'était dans la boîte à gants, scellé dans un sac plastique qu'il a quelque peu préservé. C'est une photo de ta mère. Dan tendit les mains tremblantes pour prendre le sac, fixant l'image fanée de Catherine souriante, insouciante dans un moment capturé avant sa disparition. Il y avait autre chose, poursuivit l'inspecteur d'un ton plus prudent. Nous avons trouvé des objets appartenant à un homme, une paire de lunettes de soleil pour homme, une casquette de baseball, un reçu à son nom. Je le savais, dit soudain Léa d'une voix amère. Elle s'est enfuie avec quelqu'un. Ce n'est pas juste, protesta aussitôt Ethan. On n'en sait rien. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Mark a lancé un défi, la voiture de maman au fond d'un lac, les affaires d'un homme à l'intérieur, aucune trace de maman elle-même. Il est clair qu'elle a mis en scène sa propre disparition. Notre enquête suggère que la voiture a été volontairement coulée, a ajouté l'inspecteur Van. Il n'y a aucun dommage compatible avec un accident. Les vitres ont été baissées, ce qui a permis à la voiture de se remplir d'eau et de couler. Il n'y a aucune preuve de violence ou d'acte criminel. Elle savait que ce qu'elle faisait était illégal, dit Léa en croisant les bras. Abandonner ses enfants mineurs, elle ne pouvait pas s'en sortir sans conséquence, alors elle a fait comme si quelque chose lui était arrivé. C'est absurde, rétorqua Ethan. Maman ne nous abandonnerait jamais. Il doit y avoir une autre explication. Ethan, resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. Pourquoi nous quitterait-elle alors que papa avait le plus besoin d'elle? Alors que nous avions tous besoin d'elle? Parfois, les gens craquent, dit Mark doucement. La pression devient trop forte, les factures médicales de papa, 5 enfants à élever, aucune aide. Elle a trouvé une solution et elle l'a saisie. Ethan se tourna désespérément vers l'inspecteur Van. Vous n'y croyez pas vraiment, n'est-ce pas? Après toutes ces années, il doit y avoir autre chose. L'inspecteur soupira lourdement. Je fais ce travail depuis 27 ans, Ethan. J'ai déjà vu ça, des gens disparaissent par pure volonté, et ils font des pieds et des mains pour effacer leurs traces. Mais pourquoi retrouver la voiture maintenant? Demanda Dan d'une voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Après 14 ans, expliqua l'inspecteur Van, nous ne la cherchions plus. Nous effectuions une surveillance aérienne pour un trafic de drogue dans la région. L'hélicoptère a repéré la voiture d'en haut. On peut parfois voir des objets sous l'eau sous cet angle, surtout lorsque le soleil tape juste. Pure coïncidence. Il a sorti un autre sac de preuves contenant un petit objet endommagé par l'eau. C'est ce qui a permis d'identifier la voiture comme celle de votre mère. Son permis de conduire se trouvait dans la console centrale, avec cette photo de famille. Dan a pris le deuxième sac de preuves, fixant le portrait de famille endommagé par l'eau mais toujours reconnaissable, lui-même, Catherine et ses 5 enfants, pris quelques mois seulement avant sa disparition et son accident. Et maintenant, demanda Mark, son sens pratique s'affirmant. L'inspecteur Van se frotta la nuque. On va examiner la voiture en détail, voir si on peut trouver d'autres preuves. Mais je dois être honnête avec vous, c'est une affaire vieille de 14 ans. On n'a pas les ressources pour mener une enquête approfondie, à moins de trouver quelque chose qui suggère clairement un acte criminel. Alors, c'est tout. Ethan a demandé, tu vas juste supposer qu'elle s'est enfuie et oublié ça? Je n'ai pas dit ça, répondit patiemment l'inspecteur, mais les indices pointent dans une direction précise. Aucune trace de lutte, pas de corps, naufrage volontaire du véhicule, effet personnel dans la voiture, cela était la thèse d'un départ volontaire. Je peux vous fournir des copies de toutes les preuves que nous avons recueillies si vous le souhaitez, a-t-il ajouté, en regardant les photos de famille, les listes d'inventaire et les conclusions préliminaires. À quoi bon, dit Léa d'une voix creuse. Ça ne changera rien. Dan, qui était resté silencieux jusque-là, prit soudain la parole. Ellie, j'aimerais rentrer à la maison. Je suis fatigué.
Bien sûr, papa, dit doucement Ellie en se déplaçant derrière son fauteuil roulant. Faites ce que vous voulez avec la voiture, dit Dan à l'inspecteur Van. Nous vivons avec ce mystère depuis 14 ans. Je ne suis pas sûr que découvrir la vérité maintenant nous apportera la paix. La famille commença à se détourner, mais Ethan resta figé sur place. J'aimerais ces exemplaires, dit-il fermement. Le détective Van hocha la tête et fouilla dans son véhicule pour récupérer une enveloppe en papier craft. Je les avais préparés au cas où. Il y a aussi une enveloppe séparée contenant des copies de certains objets trouvés dans la boîte à gants. Mon équipe a tout photographié dès que nous avons sorti la voiture. Il tendit l'enveloppe à Ethan, puis posa une main compatissante sur son épaule. J'ai travaillé sur des dizaines d'affaires de personnes disparues au fil des ans. C'est souvent l'aîné qui a le plus de mal à lâcher prise. J'espère que ces témoignages t'aideront à tourner la page, mon fils. Ethan fixa l'enveloppe dans ses mains. Merci. En retournant vers sa famille qui l'attendait près de sa voiture, il sentait le poids des preuves physiques et émotionnelles peser sur lui. Malgré ce que tout le monde semblait croire, Ethan ne pouvait accepter que sa mère les ait simplement abandonnés. Il devait y avoir plus derrière cette histoire. Peut-être les réponses se trouvaient-elles dans l'enveloppe qu'il serrait maintenant contre sa poitrine. La famille remonta dans le SUV, l'impatience passée se transformant en un silence pesant. Mark se glissa au volant, prenant cette fois les clés des mains d'Ethan sans un mot. « Je conduirai, dit-il doucement. » Il dit simplement, démarrant le moteur pendant que les autres s'installaient. Ethan grimpa au dernier rang, s'appropriant la place pour examiner le contenu de l'enveloppe. Alors que la voiture s'éloignait de Miller Lake, il alluma la lampe torche de son téléphone et commença à parcourir les papiers. Les premières pages étaient des rapports de police classiques, description de l'opération de récupération, inventaire des objets retrouvés dans la voiture, photographie du véhicule sous différents angles montrant son état de détérioration après 14 ans sous l'eau. Ethan étudia chaque page attentivement, cherchant tout ce qui pourrait contredire le récit de l'abandon, mais ne trouva rien qui puisse étayer sa croyance en la dévotion de sa mère. Mark conduisait plus agressivement qu'Ethan sur le chemin du lac, prenant les virages brusquement et accélérant fortement dans les lignes droites. Les bousculades empêchaient Ethan de se concentrer sur les documents. « Pourriez-vous ralentir un peu » a-t-il crié à l'avant, mais Mark n'a pas entendu ou a choisi de l'ignorer. Après quelques minutes supplémentaires passées à essayer de lire malgré les rebondissements et les balancements, Ethan remit à contre-cœur les papiers dans l'enveloppe, décidant d'attendre qu'il rentre à la maison ou, mieux encore, qu'il soit seul dans son propre appartement où il pourrait tout étudier correctement sans les regards critiques de ses frères et sœurs. Le trajet de retour vers la maison de leur père se déroula dans un silence pesant, seul résonnait le ronronnement du moteur et les soupirs occasionnels de Dan, assis sur le siège passager. Lorsqu'ils s'engagèrent enfin dans l'allée, la lumière du Porsche toujours allumée, Aldi fut le premier à apaiser la tension. « On regarde toujours un film ?» demanda-t-il prudemment en jetant un coup d'œil aux membres de sa famille. « On n'est pas obligé de finir la soirée comme ça, si ?» La question resta en suspens un instant avant que Léa hoche lentement la tête. « Je pense que ce serait bien. On a encore du dessert qui nous attend, et ce serait dommage de gâcher la soirée. » Papa. Ellie regarda son père pour confirmation. Dan parvint à esquisser un petit sourire. Oui, je pense qu'on aurait tous besoin d'une distraction. Ils aidèrent Dan à remonter dans son fauteuil roulant et entrèrent. Mark et Léa se dirigèrent directement vers le salon, allumèrent la télévision et parcoururent les options, tandis qu'Ellie se rendait à la cuisine pour récupérer la tarte aux pommes qu'elle avait préparée plus tôt. Aldi erra, hésitant, entre les groupes avant de rejoindre ses aînés devant la télévision. Ethan resta près de la porte, l'enveloppe toujours serrée dans ses mains. « Je ne reste pas » a-t-il annoncé. Les autres se tournèrent vers lui. « Que veux-tu dire » demanda Dan. « Je rentre chez moi » répondit Ethan. « Je veux examiner ces dossiers en détail. Il pourrait y avoir quelque chose d'important. » Ethan, interrompit Mark, la voix teintée d'exaspération, laisse tomber. On a enfin obtenu des réponses après 14 ans. Ce n'est pas ce qu'on voulait entendre, mais au moins, maintenant, on sait. On ne sait rien, insista Ethan. On n'a qu'une voiture dans un lac et un tas d'hypothèses. Restez, s'il vous plaît. Ellie dit doucement, juste pour le film. On pourra en parler demain, quand tout le monde aura eu le temps d'assimiler la situation. Ethan regarda sa sœur cadette, le visage ouvert et suppliant, puis son père, légèrement affalé dans son fauteuil roulant, l'air plus âgé et plus fatigué qu'il ne l'était quelques heures auparavant. L'espace d'un instant,
il envisagea de céder ou de rester assis devant un film qu'il refusait de regarder, faisant semblant que tout allait bien, tandis que son esprit se bousculait de questions. « Je suis désolé, dit-il finalement. Je dois le faire. » Sans attendre d'autres objections, il franchit la porte et se dirigea vers sa voiture. Par la fenêtre, il vit sa famille rassemblée autour de la télévision, installée à leur place habituelle, Dan dans son fauteuil roulant au bout du canapé, Ellie perchée sur l'accoudoir à côté de lui, les autres Rep. Artis sur les autres meubles. Ethan resta assis dans sa voiture pendant un moment, les clés sur le contact mais le moteur pas encore démarré. « Où es-tu, maman » murmura-t-il dans le véhicule vide. « Que t'est-il arrivé ? Tu nous as vraiment quittés ?» Il s'essuya les yeux, en colère contre les larmes qui menaçaient de couler. « J'étais l'aîné » murmura-t-il. « Après l'accident de papa, c'est moi qui ai dû prendre les choses en main. J'ai trouvé un travail au lieu d'aller tout de suite à l'université. J'ai aidé les enfants. J'ai tout fait pour que nous restions unis, et maintenant ils me détestent tous parce que je refuse d'accepter que tu nous aies abandonnés. » Prenant une grande inspiration pour se calmer, Ethan démarra le moteur et alluma la lumière intérieure. Il rouvrit l'enveloppe et étala les documents sur le siège passager. Cette fois, il remarqua une enveloppe plus petite, simplement étiquetée « Divers ». Curieux, il l'ouvrit et découvrit des photocopies des faits personnels et de documents récupérés dans la voiture. Parmi eux se trouvait une sorte de contrat de location, certes illisible à cause des dégâts des eaux, mais encore partiellement lisible. Ethan le fixa, perplexe. Il datait d'environ 3 mois après la disparition de sa mère, mais le nom inscrit sur le bail n'était pas Catherine Dawson, mais un nom inconnu, Elizabeth Carter. Ce qui retint l'attention d'Ethan, cependant, fut la signature en bas de la page. Bien que décolorée et floue sur la photocopie, il reconnut immédiatement l'écriture caractéristique de sa mère, le même C en boucle qu'elle utilisait pour signer ses autorisations d'école, le même plongeant qui figurait sur toutes ses listes de courses. « Elizabeth Carter » murmura-t-il en fixant la signature. Maman utilisait un faux nom. Le cœur battant, Ethan étudia le document plus attentivement. Une adresse était indiquée sur le bail. Sortant son téléphone, Ethan saisit rapidement l'adresse dans une application de cartographie. La vue satellite montrait une propriété située dans ce qui semblait être une zone industrielle en périphérie de la ville, à des kilomètres de leur domicile et loin de toute zone résidentielle. Il ne s'agissait ni d'une maison ni d'un immeuble d'appartement, mais d'un entrepôt ou d'un entrepôt dans une zone dominée par des bâtiments industriels similaires. « Ça n'a aucun sens » murmura-t-il. « Pourquoi maman louerait-elle un entrepôt sous un faux nom ?» Puis il remarqua autre chose sur le bail, le nom de Raymond Doss. Ce nom lui semblait vaguement familier, mais Ethan ne parvint pas à le retrouver immédiatement. Il le tapa dans un moteur de recherche, et les résultats lui glacèrent le sang. Plusieurs articles de presse sont parus, remontant à des années, l'homme d'affaires local Raymond Doss interrogé dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, Doss blanchit des accusations de fraude en raison du manque de preuves, les propriétés de Raymond Doss liées à des opérations de prêt illégales. Ethan a lu plusieurs articles et a reconstitué le portrait d'un homme qui opérait en marge de la légalité, quelqu'un impliqué dans des pratiques de prêt prédatrices et d'autres transactions commerciales douteuses que les forces de l'ordre n'avaient jamais été en mesure de prouver. Il regarda la maison où, par la fenêtre, il pouvait voir sa famille regarder le film ensemble. Un instant, il envisagea de retourner à l'intérieur pour leur montrer ce qu'il avait découvert, mais il savait qu'ils ne l'écouteraient pas. Ils avaient pris leur décision concernant ce qui était arrivé à leur mère, et aucun bail ni aucun propriétaire suspect n'y changerait quoi que ce soit. « Je m'en occupe moi-même » décida Ethan. Il enclencha la marche arrière et sortit de l'allée. Plutôt que de se diriger vers son appartement, il pointa la voiture vers l'adresse indiquée sur le contrat de location, déterminé à découvrir quel lien sa mère entretenait avec Raymond Doss et pourquoi elle louait un entrepôt sous un faux nom. Le GPS guidait Ethan à travers des rues qui cédaient peu à peu la place à des routes moins entretenues. À mesure qu'il approchait de la zone industrielle, l'éclairage public se faisait plus rare et les bâtiments plus délabrés, des usines abandonnées aux vitres brisées, des entrepôts entourés de grillages surmontés de barbelés, et, de temps à autre, des relais routiers ouverts toute la nuit projetant des flaques de lumière fluorescentes crues sur des parkings vides. Après 20 minutes de route, le GPS annonça qu'il était arrivé à destination. Ethan ralentit, observant à travers le pare-brise un bâtiment délabré d'un seul étage, en retrait de la route. Une pancarte défraîchie était accrochée de travers au-dessus de l'entrée, « Rénovation de meubles de qualité ». Ethan s'engagea sur le parking gravillonné et se gara à quelques pas du bâtiment. L'endroit semblait opérationnel,
mais à peine, une faible lumière brillait à l'intérieur, et un vieux pick-up était garé près d'une entrée latérale. Tandis que ses phares éclairaient la façade, il constata que les fenêtres étaient obstruées de l'intérieur, empêchant toute vue sur l'intérieur. Il coupa le moteur, mais resta dans la voiture, réfléchissant à sa prochaine action. Il n'avait pas planifié si longtemps à l'avance, pas pensé à ce qu'il ferait une fois arrivé sur place. Il était presque 22 heures, et il doutait que quelqu'un travaille aussi tard. Pourtant, il y avait visiblement quelqu'un à l'intérieur. Alors qu'il hésitait à s'approcher du bâtiment ou à revenir à la lumière du jour, une silhouette surgit d'une porte latérale, un homme âgé portant une tasse fumante dans un récipient en plastique. L'homme remarqua immédiatement la voiture d'Ethan et se dirigea vers elle d'un pas mesuré et posé. L'instinct d'Ethan était de partir, mais quelque chose lui disait que c'était peut-être sa seule chance d'apprendre quelque chose sur cet endroit et son lien avec sa mère. Il baissa sa vitre à l'approche de l'homme. L'agent de sécurité, car tel semblait être son rôle, était plus âgé qu'Ethan ne l'avait d'abord imaginé ou peut-être la soixantaine, mais il se déplaçait avec l'assurance et la force d'un homme beaucoup plus jeune malgré l'heure tardive et la fraîcheur. Il portait une veste légère par-dessus une chemise d'uniforme sans logo, le visage buriné, mais le regard perçant, évaluant Ethan. La voix du garde était étonnamment cordiale, « Vous avez perdu. » Peu de gens atterrissent ici à cette heure-ci, à moins d'avoir pris un mauvais chemin. Ethan hésita, préférant éviter de révéler sa véritable enquête sur la disparition de sa mère. Il proféra plutôt un mensonge plausible, affirmant qu'il cherchait un entrepôt à proximité. Le gardien prit une gorgée de café et annonça que l'endroit n'était pas à vendre, mais appartenait à Harvey Doss, fils de Raymond Doss, un industriel local connu. Ethan demanda comment contacter Harvey, mais le gardien l'avertit que Harvey était discret et ne s'occupait pas des visiteurs inattendus. Il suggéra à Ethan de revenir le lendemain pendant les heures ouvrables pour parler à Ronald, le représentant de Harvey. Avant de partir, Ethan s'enquit prudemment d'Elizabeth Carter, le faux nom de sa mère. L'attitude du garde passa instantanément d'amical à froid et dangereux. Il prévint Ethan de partir et lui demanda s'il voulait s'occuper de « fantômes », laissant entendre que sa mère ne voulait pas être retrouvée. Ethan insista malgré la menace, mais le garde insista pour qu'il revienne le lendemain et lui déconseilla toute enquête plus approfondie. Réalisant qu'il avait été trop loin, Ethan recula à contre-cœur et démarra, l'esprit en ébullition. La réaction du garde confirma le lien d'Elizabeth Carter avec l'entrepôt et suggéra des secrets plus profonds derrière sa disparition. Pour la première fois en 14 ans, Ethan sentit qu'il tenait une vraie piste. Plus tard, Ethan appela l'inspecteur Van pour lui faire part de ses découvertes, notamment un bail au nom de sa mère dans l'entrepôt appartenant à Raymond Doss. L'inspecteur expliqua que les personnes qui disparaissent se créent souvent de nouvelles identités et que cet entrepôt était probablement une étape de transition vers une nouvelle vie. Ethan apprit que le bail datait de 3 mois après la disparition de sa mère, ce qui corroborait la théorie selon laquelle elle prévoyait de disparaître. L'inspecteur Van avertit Ethan du danger, soulignant le caractère criminel des activités de la famille Doss et le mettant en garde contre les risques d'enquêter seul. À contre-cœur, Ethan accepta, mais resta résolu à poursuivre la quête de la vérité. Le lendemain, Van vint chercher Ethan pour une opération policière à l'entrepôt. Ils changèrent de véhicule afin d'éviter tout soupçon. À leur arrivée, l'endroit était sombre et silencieux. Van examina l'entrepôt, rapidement vidé, dévoilant des espaces de vie et de travail improvisés. À l'intérieur, ils découvrirent la photo d'un cargo nommé Eastern Horizon, accompagné d'une liste de noms comprenant Elizabeth C. et Ronald M., suggérant le transport de personnes. Des fourgons alertèrent immédiatement les gardes-côtes, chargés d'intercepter le navire. De retour au poste, la famille fut réunie, protégée et tenue informée de la situation. Elle exprima à la fois choc et espoir, peinant à concilier ses preuves avec des années de souffrance. Les factures médicales et les dettes expliquaient pourquoi leur mère avait pu être contrainte de travailler pour la famille Doss. Ethan assista aux interrogatoires des dockers détenus. Un garde, qui l'avait averti plus tôt, se montra d'abord réticent. Mais finit par fournir avant l'accès à une application sécurisée, avec localisation GPS et transmission de sécurité du navire. Cette découverte offrit la première preuve concrète que la mère d'Ethan était toujours en vie. L'application révéla que le navire se trouvait à 190 km des côtes, cap au sud. Des caméras en direct montraient des femmes travaillant dans des espaces étroits. Ethan reconnut sa mère, malgré les années écoulées. La famille, submergée par l'émotion, retrouva espoir. Van assura à la famille que les gardes-côtes poursuivaient le navire et préparaient la sécurisation de tous les passagers.
Il insista sur la nécessité du silence pour ne pas alerter les suspects. La famille se prépara à l'avenir, unie dans sa détermination à ramener leur mère à la maison. Ethan réfléchit au long chemin parcouru grâce à l'espoir et la foi. Comprenant que le véritable courage consiste à accepter la vulnérabilité. Et à croire en des retrouvailles, malgré des années de silence. La survie de leur mère symbolisait l'amour qui rassemblait cette famille brisée. Prête à affronter ensemble toutes les épreuves à venir.